Mon frère a crié lors de la fête du réveillon du Nouvel An, il a attrapé mon cadeau et l'a jeté à la poubelle. Personne dans cette famille ne veut de toi. Mes parents ont même applaudi en signe d'approbation. J'ai pris mon manteau et j'ai souri, avec grand plaisir. Mais seulement 10 minutes plus tard. Un homme a frappé à la porte, « Bonjour. Nous sommes ici pour... » Immédiatement, ils ont tremblé, leur visage devenant pâle. Imaginez la scène, réveillon du Nouvel An, 10 secondes avant minuit. La maison des Fournier est bondée, du champagne partout. Le décompte hurle à la télévision. Je tiens un dernier cadeau, une petite boîte dorée. Rien d'extraordinaire. Mon jeune frère, Julien, m'aperçoit, titube vers moi et me l'arrache des mains. Avant que je puisse parler, il pivote et jette la boîte d'un coup sec directement dans la poubelle de la cuisine. Le couvercle claque. Un ruban doré tombe en flottant sur le sol. La pièce explose. Mes parents commencent à applaudir les premiers. Cousins, tantes, oncles, 35 personnes, toutes acclamant comme si c'était la chose la plus drôle qu'elles aient jamais vue. Quelqu'un crie. Finalement, Julien lève les bras comme s'il venait de gagner la finale du top 14 et hurle, « De toute façon, personne dans cette famille ne veut de toi ici. » Les téléphones sont sortis, les lumières rouges clignotent, capturant chaque seconde en 4K. Je ne crie pas. Je ne pleure pas. Je me contente de sourire calme et sereine et je dis, assez fort pour que chaque microphone l'entende, avec grand plaisir. Je saisis mon manteau, traverse la foule en liesse et referme la porte d'entrée derrière moi au moment où le décompte à l'intérieur atteint 0. Je m'appelle Amélie Fournier, j'ai 34 ans, je suis scientifique des données seniors, la fille qu'ils viennent de chasser de leur maison. Dans moins de 15 minutes, des gendarmes frapperont à la porte, et chaque personne qui applaudit encore le regrettera. Si vous avez déjà été le distributeur automatique de billets familial que personne n'a jamais remercié, restez. Abonnez-vous et laissez un commentaire pour me dire de quelle ville vous m'écoutez, car vous êtes sur le point de voir ce qui arrive quand celle qui se tait finit par parler. J'ai 34 ans, je suis scientifique des données seniors dans l'une des plus grandes entreprises de technologie financière de Lyon. Mes modèles empêchent des fraudes au paiement d'une valeur de centaines de millions chaque trimestre. Et l'année dernière, je suis devenu la plus jeune chef de division. À table en famille, rien de tout cela n'a jamais compté. Pendant 9 années consécutives, le premier de chaque mois, 4 800 € ont quitté mon compte pour atterrir sur celui de mes parents. 108 transferts. 495 000 € au total. J'ai encore chaque courriel de confirmation. Cet argent a couvert les perfusions pour la polyarthrite rhumatoïde de maman, qui coûte près de 11 000 € la dose, les médicaments pour le cœur de papa, les impôts fonciers sur la maison de Caluire et Cuire, le nouveau climatiseur, la plomberie d'urgence en 2021, tout ce qui a permis de garder les lumières allumées et l'eau courante. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance. Je voulais juste qu'ils soient en sécurité. Mais la sécurité leur a permis de réécrire l'histoire. À chaque fête, papa se lève et porte un toast au fils qui a maintenu la cohésion de cette famille. Maman rayonne, poste des photos en ligne sur la chance qu'ils ont d'avoir un garçon si dévoué. Les proches inondent les commentaires d'éloges pour l'enfant qui est censé porter le fardeau. Mon frère reste assis là, à savourer tout cela, un argent qu'il n'a jamais gagné. J'ai vu des tantes lui glisser de l'argent dans la main pour « tout ce que tu fais pour tes parents ». Des cousins lui demandent des conseils d'investissement parce qu'il cartonne dans la tech. Les voisins demandent quand sa jeune pousse entrera en bourse. Quand quelqu'un se souvient que j'existe, papa hausse les épaules et dit « elle fait quelque chose avec les ordinateurs ». La conversation revient immédiatement sur le dernier projet de Julien. Il y a 2 ans, maman avait besoin d'un nouveau traitement biologique que l'assurance a refusé, 20 000 € d'avance. J'ai viré la somme l'après-midi même. Un mois plus tard, j'ai trouvé sur le comptoir la carte de remerciement qui lui était adressée. Je l'ai photographiée et l'ai ajoutée au dossier avec les factures payées. Une seule personne n'a jamais été dupe, tante Mireille, la sœur cadette de papa. Elle a commencé à m'envoyer des messages après chaque réunion. Je les ai encore vus t'ignorer. Je sais qui paie vraiment les factures. Garde les preuves. Elle était la seule parente qui refusait d'applaudir le mensonge. La documentation est une seconde nature quand votre travail concerne les données. J'ai conservé les relevés, les captures d'écran de maman me demandant de virer l'argent sur le compte de Julien pour des impôts plus simples, les chèques encaissés, les traces Lydia tout. Des données propres pour le jour où le modèle devrait enfin être exécuté. Les gens me demandent toujours pourquoi j'ai continué à payer.
Parce que j'avais 16 ans la première fois que j'ai vu maman compter les pièces pour faire les courses après que les heures de papa aient été réduites. Parce que j'ai vu papa regarder les factures médicales comme si c'était des condamnations à mort. Parce que je me suis promis qu'il ne ressentirait plus jamais cette terreur. Alors, j'ai arrangé les choses comme j'arrange un code défectueux, discrètement, ligne par ligne, sans public. Pendant ce temps, mon frère est revenu vivre à la maison à 25 ans après le crash de sa première application. Il n'est jamais reparti. Papa a transformé le bureau en son quartier général de fondateur. Maman cuisine toujours ses plats préférés et se vante de ses sessions de codage nocturnes, qui sont en réalité des tournois de Fortnite. Ma promotion au poste de chef? Papa a appelé ça une jolie petite augmentation. Le discours que j'ai donné devant 2000 personnes à la conférence nationale? Silence. Julien disant qu'il a failli décrocher un chèque d'investisseur providentiel de 92 000 €. Toute la table a applaudi comme s'il l'avait déjà encaissé. À Pâques dernier, alors que papa levait un énième toast au fils en or, tante Mireille a levé son verre et a dit « et à la gamine qui maintient vraiment le courant pour qu'on puisse voir nos assiettes ». La table est devenue silencieuse. Maman l'a foudroyé du regard. Papa a changé de sujet en 3 secondes. Sous la table, Mireille m'a serré la main une fois, fort. Cette pression m'a dit que le temps était compté. Je ne savais pas exactement quand la vérité éclaterait. Je savais seulement que le dossier sur mon disque crypté devenait plus lourd à chaque transfert, et qu'un jour le poids basculerait. 2 mois avant le réveillon du Nouvel An, mon téléphone s'est allumé avec le nom de Julien alors que j'étais en pleine présentation au conseil d'administration en ville. J'ai laissé sonner. Il a rappelé, puis un texto, urgence familiale. Réponds. Je suis sorti dans le couloir et j'ai décroché à la 3e tentative. Amélie, nous avons un problème, a-t-il commencé, la voix basse et dramatique le ton qu'il utilisait lorsque les investisseurs écoutaient. La start-up est sur le point de conclure un financement relais de 690 000 €, mais l'investisseur principal veut des garanties personnelles avant les fêtes. J'ai besoin que tu co-signes. Ce n'est que de la paperasse. Je suis resté silencieuse assez longtemps pour qu'il comble le vide. Écoute, la maison est une garantie parfaite. Papa et maman ont déjà accepté de la mettre en jeu. Le prêt n'est que pour 6 mois. Une fois que nous aurons atteint la prochaine étape, nous le rembourserons et tout le monde sera gagnant. La maison. La maison coloniale de 4 chambres à caluire et cuire avec le porche qui en fait le tour et le chêne sur lequel je grimpais. Celle qu'ils avaient failli perdre 3 ans plus tôt quand papa avait discrètement pris une 2e hypothèque et une énorme ligne de crédit sur valeur domiciliaire pour financer les 2 premières entreprises ratées de Julien. Celle qui avait tellement de privilèges accumulés que la banque avait entamé une procédure de saisie. Je le savais parce que j'avais vu les avis quand j'avais encore accès à leur réexpédition de courrier pendant des vacances. Au lieu de les confronter, j'ai appelé maître Valérie Husson, l'avocate en droit immobilier que j'avais rencontrée à un événement, Femmes dans la Tech. Elle m'a expliqué la manière la plus discrète de protéger la seule maison que mes parents aient jamais eue. Nous avons mis en place une fiducie révocable entre vifs. J'ai remboursé chaque privilège, chaque paiement en retard, chaque pénalité 635 000 € au total, prélevés sur ma prime et mes options sur actions. Le titre de propriété est resté au nom de maman et papa sur le papier, pour que leur fierté reste intacte, mais le document de fiducie me nommait unique bénéficiaire et fiduciaire. Si certaines conditions étaient un jour violées, abus, tentative de grèvement sans mon consentement, je pouvais révoquer leur droit d'occuper les lieux immédiatement. Valérie a appelé ça l'option nucléaire dans un gant de velours. Je n'en ai jamais parlé à personne, sauf à tante Mireille autour d'un café un après-midi. Elle a juste hoché la tête et dit « fille intelligente ». Certaines personnes n'apprennent que lorsque la facture arrive. Au téléphone, Julien continuait d'insister. C'est une formalité. La banque veut juste une autre signature avec un bon crédit. Tu gagnes combien? 180 000 et quelques maintenant. Ils vont t'adorer. Je lui ai demandé de m'envoyer les documents. 1 heure plus tard, le courriel est arrivé. Engagement de prêt relais, 690 000 €. Garantie, 22 allée des Pins, caluire et cuire. Emprunteurs, Denis et Pascal Fournier, plus qu'au garant requis. Ma case de signature était vide en bas. Cette nuit-là, je suis allé à mon appartement, j'ai ouvert le coffre-fort ignifuge boulonné à l'intérieur du placard, et j'ai sorti l'épaisse enveloppe en manille marquée « Fiducie Fournier, originaux seulement ». À l'intérieur, l'acte de fiducie enregistré daté de mars 2022,
la mainlevée d'hypothèque des deux prêteurs, l'avenant me donnant les pleins droits de révocation, et l'addendum sur lequel Valérie avait insisté, résiliation pour conduite hostile envers les enfants du constituant. Mon écriture sur la ligne de signature était notariée et déposée auprès du département du Rhône. J'ai étalé les pages sur l'îlot de la cuisine et j'ai pris des photos de chacune d'elles. Le lendemain matin, maman a commencé à envoyer des textos, « Chérie, cela signifierait tellement pour ton frère. » À midi, 3 tantes à qui je n'avais pas parlé depuis des années ont appelé pour me rappeler que la famille se serre les coudes dans les moments difficiles. Papa a laissé un message vocal qui se terminait par « Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est la moindre des choses que tu puisses faire. » Julien a réessayé cet après-midi-là, par FaceTime cette fois, depuis le bureau du rez-de-chaussée que papa avait transformé en son centre de commandement. Derrière lui, je pouvais voir la nouvelle télévision de 75 pouces que j'avais payée quand l'ancienne était tombée en panne. « Allez, Amélie », a-t-il dit, utilisant un surnom d'enfance qu'il n'avait pas mérité depuis 15 ans. On y est presque. Ne laisse pas tes problèmes freiner la famille. Problème. C'était le mot qu'il utilisait toujours quand j'osais mentionner le déséquilibre. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir. Puis j'ai tout transféré à Valérie avec une seule ligne, ils essaient de mettre la maison en gage. Préparez le dossier de révocation. Elle a répondu en 10 minutes, il est déjà prêt depuis l'année dernière. Dis-moi juste quand. Je n'ai pas répondu à Julien pendant 3 jours. Les messages se sont intensifiés, culpabilisation de la part de maman, leçon de morale de cousin qui me devait encore de l'argent, publication Facebook passive-agressive sur certaines personnes qui oublient d'où elles viennent. Je les ai tous lus, j'ai tout capturé en écran, et je les ai ajoutés au dossier de preuves qui ne cessait de grossir. Au moment où les décorations de Noël ont été installées à Caluire et Cuire, la pression était constante. Julien a annoncé dans le chat de groupe familial que 30 personnes venaient pour la fête du réveillon du Nouvel An, notre plus grande jamais organisée. Maman a ajouté, « S'il te plaît, ne cause pas de drame, chérie. Signe simplement et nous pourrons tous célébrer ensemble. » J'ai lu ce message dans mon bureau au 29e étage, les lumières de la ville scintillant en dessous, et j'ai senti le dernier fil de ma patience se rompre. 31 décembre. La maison à Caluire et Cuire était absolument bondée. Plus de 35 personnes, des cousins que je n'avais pas vus depuis le lycée, des voisins qui ne venaient que lorsqu'il y avait de la nourriture et de l'alcool gratuit, plus 5 types en basket chair qui n'arrêtaient pas d'appeler Julien, mon pote, et de lui taper dans le dos comme s'il était déjà un fondateur de licorne. Des ballons dorés et noirs, bonne année, flottaient contre le plafond voûté. La télévision de 75 pouces diffusait en direct depuis les Champs-Élysées. Maman avait cuisiné pendant 2 jours d'affilée. L'îlot de la cuisine avait disparu sous des plateaux de mimosa, de mini-sandwichs à la poitrine de bœuf, de trempettes à 7 couches et de ces fameuses boulettes de viande au bourbon. Papa avait installé un bar complet dans la salle à manger et joué au barman avec un chapeau ridicule à paillettes, 2025. Je suis arrivé à 20h15 avec une petite boîte dorée à la main, des écouteurs haut de gamme à réduction de bruit sur lesquels Julien laissait des indices depuis des mois. Je me suis dit que je le laisserais sur la pile, que je dirais bonjour à tante Mireille, et que je disparaîtrais avant minuit. C'était le plan. Il a duré exactement 7 minutes. Dès que j'ai franchi la porte, les chuchotements ont commencé. Toujours pas de bague à ce doigt. Julien dit que sa sœur gagne une fortune mais n'aide jamais la famille. Regardez son visage. Quelqu'un est jaloux du succès de son petit frère. J'ai souri du même sourire crispé que j'avais perfectionné au fil des ans, j'ai accroché mon manteau dans le placard de l'entrée et je suis allé chercher tante Mireille. Elle était dans la véranda avec les tantes plus âgées, sirotant du vin blanc et levant les yeux au ciel face au bruit. Quand elle m'a vu, elle a ouvert les bras. « Voilà ma fille », a-t-elle dit, assez fort pour que 2 cousins l'entendent. Je l'ai serrée fort dans mes bras. Vers 23h30, le champagne avait fait son effet. Julien, la chemise à moitié déboutonnée, la cravate autour de la tête comme un bandeau, se déplaçait de groupe en groupe avec une bouteille de Dom Pérignon qu'il n'avait certainement pas payée. Chaque fois que quelqu'un posait des questions sur le financement relais, il souriait et disait « C'est bouclé. J'attends juste une toute petite signature. » Des histoires de famille, vous savez ce que c'est. Puis il me faisait un clin d'œil comme si nous partagions un secret. 23h52. Papa a coupé la musique et a monté le volume de la télé au maximum. Tout le monde s'est entassé dans le salon pour le décompte final. Les téléphones sont sortis. Un cousin a commencé le chant, 10, 9, en avance.
J'avais encore la boîte dorée parce que la table des cadeaux s'était effondrée sous le poids des bouteilles et des manteaux. Julien m'a repéré près du couloir. Ses yeux se sont plissés, puis se sont illuminés d'une inspiration d'ivrogne. Il a fendu la foule, ses baskets grinçant sur le parquet, et s'est planté juste devant moi. « Eh bien, regardez qui a décidé de nous honorer de sa présence », a-t-il annoncé à toute la pièce. Les téléphones se sont tournés vers nous comme des paparazzis. La reine est arrivée avec son offrande royale. Des rires ont fusé. Quelqu'un a sifflé. Avant que je puisse lui tendre la boîte discrètement, il me l'a arrachée des doigts et l'a brandie au-dessus de sa tête comme s'il venait de gagner la finale du top 14. Voyons voir ce que grande sœur a apporté pour le petit peuple. Il l'a secouée violemment, faisant rebondir le nœud. Probablement une autre leçon de morale emballée dans un ruban. Il a déchiré le papier d'un seul geste violent. Les écouteurs sont tombés dans sa paume. Il les a retournés une fois, a ricané assez fort pour que la dernière rangée l'entende, et a dit « Oh, comme c'est attentionné. Dommage que personne ici ne veuille de ta merde charitable. » Puis, alors que tous les téléphones de la pièce enregistraient désormais à la verticale, il a pivoté, a fait 3 pas théâtraux vers la cuisine, et a jeté toute la boîte écouteurs, emballage, ruban, tout directement dans la poubelle en acier inoxydable. Le couvercle s'est refermé avec un fracas métallique qui a interrompu le chant du décompte. La pièce a perdu la tête. Papa a commencé à applaudir le premier des applaudissements lents, délibérés, de père fier. Maman a renversé la tête en arrière, riant, et s'est jointe à lui. En 2 secondes, tout le salon rugissait, applaudissements, sifflets, acclamations, cousins tapant sur la table basse comme si c'était une batterie. Quelqu'un a crié « C'est comme ça qu'on fait, Julien ». Une autre voix a hurlé « Enfin, quelqu'un l'a dit ». Julien s'est retourné vers moi, les bras grands ouverts, le visage rayonnant sous les lumières de la boule à facettes que papa avait accrochée cet après-midi-là. Il se nourrissait de l'énergie comme une rockstar. « De toute façon, personne dans cette famille ne veut de toi ici », a-t-il beuglé, bredouillant juste assez pour que ce soit pire. « Prends ton job parfait et ta vie parfaite et dégage d'ici. » Les applaudissements ont doublé. Quelques personnes ont commencé à chanter « Julien. 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 » Quelqu'un a débouché une autre bouteille. La mousse a giclé à travers la pièce. Tante Mireille s'est frayé un chemin, son vin se renversant. « Julien Denis Fournier, tu vas la fermer tout de suite », a-t-elle crié. Mais la musique avait repris, et le décompte était à 20 secondes. Sa voix a disparu dans le bruit. Papa a même posé une main sur son épaule et l'a ramenée en arrière comme si c'était elle qui causait des problèmes. Je suis resté parfaitement immobile pendant que 35 téléphones filmaient mon visage en 4K. J'ai mis la main dans ma poche, j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement de mon propre téléphone, l'ai incliné vers le bas pour que personne ne le remarque, et l'ai laissé capturer chaque seconde, chaque rire, chaque applaudissement, chaque sourire triomphant sur le visage de mon petit frère. Puis j'ai souri très calme, presque soulagé et j'ai dit, clairement et lentement pour que chaque microphone l'entende, avec grand plaisir. Le chant a vacillé pendant une demi-seconde alors que je traversais la foule. Les gens se sont écartés sans réfléchir. J'ai attrapé mon manteau dans le placard, j'ai ouvert la porte d'entrée et je suis sorti dans la nuit glaciale juste au moment où la télé à l'intérieur atteignait 0 et les premiers feux d'artifice explosaient au-dessus de Lyon. 10 minutes après minuit, alors que les feux d'artifice explosaient encore en longues cascades dorées au-dessus de Lyon, mon téléphone a vibré une fois. Valérie Husson, il frappe dans 60 secondes. Avance maintenant. J'ai avancé doucement la voiture et je me suis garé juste en face de la maison, phares éteints, essuie-glace balayant la neige légère. À minuit 14 exactement, une voiture de gendarmerie banalisée s'est arrêtée derrière moi. 2 gendarmes en uniforme en sont sortis, suivis d'un huissier de justice portant le dossier de révocation scellé et un presse-papiers épais de copies certifiées. Un deuxième gendarme portait l'avis d'exécution jaune vif. La porte d'entrée s'est ouverte brusquement avant même le premier coup. La voix de papa a résonné dans l'air glacial, encore euphorique à cause du champagne. « Tu as oublié quelque chose, princesse ?» L'huissier de justice n'a pas sourcillé. « Denis Fournier. Pascal Fournier. » Signification de la révocation de la fiducie et de l'expulsion immédiate du 22 allée des Pins, commune de Caluire et Cuire. Veuillez vous écarter. À l'intérieur, la musique s'est arrêtée instantanément. 35 visages stupéfaits sont apparus à la porte et aux fenêtres, les téléphones brillant encore des selfies de minuit. Papa a essayé d'en rire.
Vous vous êtes trompé d'adresse, monsieur l'huissier. Nous sommes propriétaires de cette maison. L'huissier a remis la première copie. La propriété est détenue par la fiducie révocable entre vifs de la famille Fournier, enregistrée en mars 2022. Amélie Fournier est l'unique bénéficiaire et fiduciaire. En raison d'une conduite hostile et d'une tentative de grèvement non autorisée, la fiducie est révoquée à compter de minuit 1 aujourd'hui. Il vous est ordonné de quitter les lieux immédiatement. Maman a bousculé papa, son peignoir serré, son mascara coulant déjà. C'est notre maison. Nous avons payé l'hypothèque pendant 30 ans. Madame, dit le gendarme d'un ton égal, les privilèges de 2021 et 2022 ont été levés par la bénéficiaire. Le titre est resté à vos noms par commodité. Cette commodité a pris fin ce soir. Julien s'est précipité en avant, pieds nus, la cravate toujours autour du front. C'est de la fraude. Elle ne peut pas juste voler notre maison. Il a tendu la main vers les papiers. Le gendarme le plus proche a attrapé son poignet en plein vol et l'a fait reculer de 2 pas sans élever la voix. Je suis sorti de ma voiture et j'ai remonté l'allée salée, les flocons de neige fondant sur mes joues. Tous les téléphones se sont tournés vers moi comme un SM. Maître Valérie Husson attendait déjà sur le porche dans un long manteau noir, une tablette à la main. Elle m'a fait le plus petit des hochements de tête professionnels. Tante Mireille est apparue à ma gauche, glissant son bras sous le mien sans un mot. Le visage de papa est passé par la confusion, l'incrédulité, puis la panique pure. Amélie, dis-leur que c'est une erreur. Annule tout. Je me suis arrêté au bas des marches et je les ai regardés droit dans les yeux. Vous avez dit à tout Internet il y a 5 minutes exactement ce que vous pensiez de moi. La fiducie a une clause de résiliation pour conduite hostile. Vous l'avez déclenchée devant les caméras. Ces officiers sont ici pour la faire appliquer. Maman est tombée à genoux sur le paillasson, sanglotant assez fort pour que les caméras des voisins l'enregistrent. Tu jettes tes parents dehors dans la neige le jour du Nouvel An. Tante Mireille s'est avancée d'un demi-pas. Sa voix a fendu la nuit comme une enseignante faisant taire une cafétéria. J'ai regardé cet enfant se taire pendant 3 années complètes pendant que vous dépensiez son argent et que vous donniez le mérite au mauvais gamin. Ce soir, vous l'avez humilié devant toute la famille. Ne prétendez pas que vous ne saviez pas que ce jour pourrait arriver. Un cousin a essayé de continuer à filmer. Le gendarme a simplement abaissé le téléphone avec 2 doigts. Veuillez cesser de filmer une action des forces de l'ordre, monsieur. Valérie a pris la parole, calme et claire. Le serrurier arrive dans 45 secondes. Ma cliente a autorisé le changement immédiat des serrures et le transfert des services publics. La bouche de papa s'est ouverte et fermée comme un poisson. Julien a commencé à crier à propos de poursuites, d'avocats, de juges, tout ce qui semblait cher. Les gendarmes l'ont fait reculer de 2 autres pas. J'ai regardé maman toujours à genoux, papa agrippé au cadre de la porte, Julien le visage rouge et tremblant. Vous avez 15 minutes pour les médicaments, les portefeuilles et le chien, ai-je dit. Tout le reste sera inventorié demain. Le premier énorme feu d'artifice final a explosé au-dessus de nous, baignant toute la scène d'une lumière blanche et intense. Le lendemain matin, la vidéo avait déjà 2 millions de vues et le compteur continuait de grimper. Quelqu'un a monté le lancer de Julien dans la poubelle avec l'arrivée des gendarmes 14 minutes plus tard et a ajouté une musique dramatique. Le clip se terminait sur maman à genoux dans l'embrasure de la porte pendant que les feux d'artifice éclataient au-dessus d'elle. En quelques heures, la « crise de nerfs de Caluire » était en 2e position des tendances à Lyon et grimpait dans la liste nationale. Julien s'est réveillé dans un hôtel Formule 1 près de la 46 parce que chaque cousin qui lui avait offert son canapé la nuit précédente avait soudainement de la famille en ville. Son téléphone était mort, mais quand il l'a finalement chargé dans un café du coin, le chat de groupe des investisseurs avait déjà implosé. L'investisseur principal, qui était à 90% engagé dans le financement relais, a envoyé un seul message: la vérification diligente vient de révéler une révocation pour conduite hostile très publique. Nous nous retirons. Les 2 autres protocoles d'accord ont suivi en quelques minutes. 690 000 € se sont évaporés avant qu'il n'ait fini son café. Papa a essayé de garder sa routine. Il s'est rendu au country club pour ses 9 trous habituels du mercredi soir, pour découvrir que sa carte de membre était désactivée à l'entrée. Le directeur de la boutique, un gars avec qui il jouait depuis 15 ans, avait l'air embarrassé et lui a tendu un courriel imprimé, avec effet immédiat: Denis Fournier est exclu de l'association masculine pour conduite préjudiciable à la réputation du club.
Traduction, la vidéo avait été partagée dans le groupe Facebook privé du club, et le conseil d'administration avait voté à 8 heures du matin. Maman a ouvert son téléphone pour poster la photo de famille annuelle, bonne année de la part des Fournier, et a découvert qu'elle avait été retirée de chaque conversation de quartier, le groupe des mamans de Caluire et Cuire, le comité du déjeuner de charité, et même le fil de discussion d'échange de recettes qu'elle modérait depuis 8 ans. Une ancienne amie a envoyé un message privé qui disait simplement « Nous avons vu ce que tu as laissé arriver à ta fille. Ne nous envoie plus de messages. » Les autres l'ont simplement bloqué. À midi, les nouvelles locales ont repris l'affaire. France 3 Rhône-Alpes a titré « Une fête du Nouvel An se termine avec les gendarmes dans une maison de Caluire et Cuire. Ils ont flouté les visages, mais pas l'adresse. » Les sonnettes des voisins de 3 maisons plus loin ont capturé un audio cristallin de Julien criant et de maman pleurant. Le trafic des curieux a commencé avant le déjeuner. Les gens ralentissaient pour filmer la vie d'exécution jaune toujours scotchée à la porte d'entrée. Julien a tenté de limiter les dégâts. Il a posté un direct Instagram de 10 minutes depuis le parking de l'hôtel, chemise froissée, affirmant que la vidéo était lourdement montée et que j'étais mentalement instable. Les commentaires ont été brutaux. Des inconnus ont reconnu les voix des gendarmes et ont tout horodaté. Quelqu'un a superposé le document de fiducie que j'avais posté anonymement à 3 heures du matin. Le direct a atteint un pic de 41 000 spectateurs et s'est terminé quand il a jeté son téléphone par terre. Papa a tenté le réseau des anciens. Il a appelé son ancien directeur d'agence bancaire, celui qui avait approuvé la ligne de crédit initiale demandant un refinancement discret pour arranger ce gâchis. Le directeur lui a dit que l'histoire circulait déjà dans les cercles de la conformité et a raccroché. 2 frères de fraternité l'ont désabonné de LinkedIn avant le dîner. Maman a passé la journée à appeler quiconque voulait bien répondre, la voix tremblante, essayant d'expliquer que c'était juste le champagne qui parlait. Chaque appel s'est terminé de la même manière, silence, puis un clic. Le soir, elle a cessé d'essayer et s'est assise sur le lit du motel, fixant le mur. Tante Mireille et moi avons tout regardé depuis mon appartement en ville. Elle a versé 2 verres de vin et a levé le sien. Tu leur as donné toutes les chances d'être décents. Ils ont choisi la scène. Maintenant, ils vivent avec les critiques. En 48 heures, la vidéo a dépassé les 12 millions de vues. Les subreddits nationaux s'en sont emparés. Les TikTokers ont fait des duos réagissant au lancer de Julien. Un compte de finances vérifié a posté l'addendum de révocation de la fiducie avec la légende « clause de conduite hostile activée ». Jamais vu une appliquée aussi vite. Les commentaires l'ont qualifié de « karma du nouvel an le plus satisfaisant de tous les temps ». Le LinkedIn de Julien est devenu privé. La page d'accueil de sa jeune pousse renvoyait une erreur 404. Les 5 investisseurs de la fête ne lui ont plus jamais donné signe de vie. Les clubs de golf de papa sont restés enfermés dans le garage auquel il n'avait plus accès. Maman a supprimé son Facebook. 6 semaines plus tard, le panneau « à vendre » a été planté dans le jardin. Rouge et blanc vif, photo professionnelle déjà en ligne sur Se Loger. L'agente immobilière, une femme recommandée par Valérie, l'a mis à un prix agressif de 1 650 000 € pour déclencher une guerre d'enchères. Les offres ont commencé à affluer avant même la journée portes ouvertes. Je n'ai plus jamais remis les pieds à l'intérieur. Tout a été géré à distance, entreprise de valorisation immobilière, inspecteur, évaluateur. Le serrurier avait changé toutes les serrures la nuit même où les gendarmes étaient partis. Une société de gestion immobilière a inventorié les biens et a déplacé ce que mes parents avaient demandé dans un garde-meuble de 10 par 20 pieds à Villeurbanne. Le reste a été vendu aux enchères. La maison s'est vendue en 12 jours pour 1 610 000 € en espèces à un couple qui déménageait de Californie. La clôture était prévue 30 jours plus tard. Les acheteurs voulaient prendre possession immédiatement après le financement, donc la société de gestion a livré un préavis formel de 30 jours aux locataires du garde-meuble, Denis et Pascal Fournier. Ils ont trouvé un appartement de 2 chambres près de l'avenue Jean Jaurès. 3e étage, sans ascenseur, 1 550 € par mois. Papa a porté les cartons pendant que maman était assise dans le camion de location et pleurait. La résidence avait une piscine qui fermait au crépuscule et une buanderie qui sentait les vieilles chaussettes. Leur nouvelle vue était le parking du Monoprix. Julien a tenu exactement 9 jours à l'hôtel Formule 1 avant que la carte de crédit n'atteigne sa limite. Il a emménagé dans l'appartement aussi, dormant sur un matelas pneumatique dans le salon parce que la 2e chambre était devenue un débarras pour les clubs de golf et les décorations de Noël qu'il refusait de jeter.
Son CV, autrefois rempli de « fondateur » et « visionnaire », indiquait maintenant « serveur dans un bar sportif sur le boulevard des Belges ». Il portait un polo noir avec le logo, le comptoir du stade, et s'entraînait à sourire dans le miroir avant chaque service. Les pourboires étaient corrects les soirs de match de l'OL, mais le directeur le faisait encore débarrasser les tables quand il y avait du monde. J'ai bloqué tous les numéros que je reconnaissais, créé une nouvelle adresse électronique pour la « famille seulement », et j'ai acheminé tout ce qui passait à travers vers les spams. La société de gestion immobilière s'occupait du reste. Quand maman a essayé d'appeler depuis la ligne fixe de l'appartement, le message enregistré disait « Cet abonné n'accepte pas les appels entrants ». Papa a envoyé une lettre manuscrite de 6 pages s'excusant et demandant « Une seule rencontre, juste nous 4 ». Elle est revenue non ouverte, estampillée, refusée, retour à l'expéditeur. Julien a créé 3 nouveaux comptes Instagram pour m'envoyer des messages. J'ai signalé chacun pour harcèlement jusqu'à ce que la plateforme le suspende. La facture du garde-meuble n'a pas été payée le 2e mois. Le contenu a été vendu aux enchères en mars. Les clubs de golf de papa ont rapporté 185 €. Le village de Noël de maman s'est vendu pour 40 €. Quelqu'un a acheté la télévision de 75 pouces pour 275 € et l'a mise en vente sur Facebook Marketplace le même jour. J'ai viré le montant exact qu'il devait encore sur la ligne de crédit originale frais de retard, 5 900 € au créancier, pour que rien ne puisse jamais entacher le titre du nouveau propriétaire. Puis j'ai fermé ce chapitre. Valérie a envoyé le décompte final après commission, impôts et remboursement du petit solde hypothécaire restant. Le chèque était de 1 390 000 €. J'ai remboursé mon propre appartement en ville, j'ai acheté à tante Mireille la maison au bord du lac dont elle avait toujours rêvé en espèces, et j'ai mis le reste dans un fonds de bourse d'études pour les étudiants de première génération dont les familles les traitaient comme des distributeurs automatiques de billets. Papa a tenté une dernière fois en avril. Il s'est présenté à mon immeuble de bureau avec un bouquet de roses de supermarché et a demandé à la sécurité de m'appeler. Le garde m'a envoyé une photo par texto. J'ai répondu, informez Monsieur Fournier qu'il se trouve sur une propriété privée et doit partir immédiatement. Papa a laissé les roses sur la table du hall. L'équipe de nettoyage les a jetées cette nuit-là. Maman a envoyé une carte d'anniversaire en juin avec 18 € et un mot qui disait « Notre fille nous manque ». J'ai fait don de l'argent au fonds de bourse et j'ai recyclé la carte sans répondre. Julien a reçu 2 avertissements pour s'être disputé avec des clients qu'il avait reconnus de la vidéo. Son directeur l'a mis sur les services du midi, où les pourboires couvraient à peine l'essence. L'été venu, le loyer de l'appartement était en retard. La résidence a collé un avis d'expulsion rouge sur la porte, la même semaine où le fonds de bourse a récompensé ses 10 premiers lauréats. Ce réveillon du Nouvel An, j'organise une fête dans mon nouvel appartement au 29e étage en ville. La ligne d'horizon de Lyon scintille à travers des baies vitrées. Pas de ballon, pas de fontaine à champagne, pas de décompte sur un écran de 75 pouces. Juste 10 jeunes femmes au début de la vingtaine, toutes étudiantes de première génération qui se trouvaient être les filles aînées de familles qui les traitaient comme des comptes en banque ambulants, et une pétillante femme aux cheveux d'argent nommée tante Mireille qui a insisté pour apporter sa fameuse trempette à cette couche. Ces 10 lauréates sont la première promotion de la bourse de la fille aînée Amélie Fournier, frais de scolarité complets, livres, logement et une modeste allocation pour qu'elle n'ait jamais à choisir entre le loyer et l'insuline de leur mère. Chacune d'entre elles a écrit une dissertation qui commençait par une version de « On m'a dit que mon seul travail était de payer pour l'avenir de mes jeunes frères et sœurs ». Je les ai lus sur le même canapé où j'avais autrefois pleuré sur des virements bancaires à 2 h du matin. Puis j'ai viré l'argent et je les ai invités ici ce soir. Le salon est chaleureux, éclairé par des guirlandes lumineuses et rempli de rires. La playlist de quelqu'un est entièrement composée de R&B du début des années 2000. Tante Mireille tient salon sur le canapé, racontant aux filles comment elle m'a vu créer des feuilles de calcul à 16 ans pour déterminer quelle facture était due en premier. Une lauréate, une étudiante en informatique de Vaux-en-Velin, vient de demander si elle peut faire un stage dans mon entreprise l'été prochain. Je lui ai dit que le poste était déjà à elle. Il n'y a pas de toast aux enfants en or ce soir. Personne n'applaudit quand quelqu'un franchit la porte. Personne n'a à sourire en se faisant effacer. À 23h55, nous nous rassemblons sur le balcon. La ville s'illumine déjà des premiers feux d'artifice. Les filles s'appuient sur la balustrade, leurs manteaux bien serrés, les yeux brillants de possibilités au lieu de résignation. Tante Mireille se tient à côté de moi, la main sur mon épaule, de la même manière qu'elle l'a fait la nuit où tout a changé. Minuit sonne. Les téléphones sortent,
mais il filme la ligne d'horizon, pas l'humiliation. Les acclamations s'élèvent, douces et sincères. Quelqu'un commence à chanter, ce n'est qu'un au revoir, faux, et tout le monde se joint à elle. Je ne fais pas de discours. Je n'en ai pas besoin. Ces 10 femmes savent déjà ce qui se passe quand on arrête de s'immoler par le feu pour tenir les autres au chaud. Quelque part en ville, dans un appartement au 3e étage près de l'avenue Jean Jaurès, 3 personnes que j'appelais autrefois ma famille regardent probablement les mêmes feux d'artifice depuis un minuscule balcon qui sent la graisse de friteuse et le regret. Je ne sais pas ce qu'ils font ce soir, et pour la première fois de ma vie, je m'en fiche. J'ai bloqué les numéros, renvoyé les lettres, supprimé les comptes. Il n'y a plus de porte ouverte. Pas de rameau d'olivier. Pas de « quand tu seras prête à parler ». Cette version de moi est morte au moment où le couvercle de la poubelle s'est refermé. La famille, ce n'est pas l'ADN. La famille, ce sont les gens qui restent quand les caméras sont éteintes et que les applaudissements se taisent. Ce soir, ma famille est ici, 10 brillantes filles aînées qui n'auront plus jamais à choisir entre leur rêve et le confort de quelqu'un d'autre, et une tante qui ne m'a jamais laissé oublier ma valeur. Les feux d'artifice se terminent. Les filles rentrent à l'intérieur, les joues roses de froid, planifiant déjà des groupes d'études et des stages d'été. Tante Mireille remplit son verre de vin et me fait un clin d'œil. Je lève mon verre une dernière fois. À celles qui n'ont jamais été les favorites. À celles qui ont payé le prix quand même. À celles qui ont finalement cessé de payer. Nous buvons. La ville continue de briller. Et pour la première fois en 34 ans, le nouvel an ressemble à un commencement plutôt qu'à une autre facture à payer. Je suis Amélie Fournier. J'en ai fini. Et je n'ai jamais été aussi libre.